Donc aujourd'hui, eh bien, nous allons parler de l'usage de nos GPIO pour faire l'émission ou la capture d'un signal qui cette fois n'est pas digital, mais qui cette fois va être analogique. Alors la différence entre un signal digital et un signal analogique, c'est qu'un signal digital prend deux valeurs qui vont être 0 ou 1 et qui vont se traduire d'un point de vue électrique par 0 volts ou 5 volts ou 0 volts et 3 volts 3 selon notre tension d'alimentation, la technologie utilisée. Donc ça, c'est l'environnement, le monde qu'on va appeler numérique ou digital. Et là, on va parler du monde analogique, donc qui par opposition est un monde où il n'y a pas de valeur entière, où finalement un signal peut prendre n'importe quelle tension entre 0 volts et puis la tension maximum disponible, par exemple VDD. Donc là, on va avoir à la base, et c'est ce qu'on voit en haut, un signal analogique pur, donc qui peut vraiment prendre n'importe quelle valeur. Mais comme nous, ce signal-là, on va soit l'émettre à partir d'un microcontrôleur, soit le capter dans un microcontrôleur, on va forcément le transformer en un signal qui va être digitalisé, numérisé. Et ce signal numérisé, eh bien, il va avoir une précision. C'est-à-dire qu'il ne va pas être capable de prendre l'intégralité des valeurs possibles entre deux points, mais il va procéder par paliers. Donc ces paliers, ça va constituer la capacité de la précision que va avoir notre système pour capter un signal analogique ou pour recevoir un signal analogique. Il y a un deuxième élément qui va être important dans un signal analogique utilisé par un microcontrôleur, c'est la période de génération ou de réception du signal, donc en gros la fréquence à laquelle on va pouvoir capter ou émettre ce signal-là, parce que cette période-là fait que non seulement on n'aura pas toutes les valeurs possibles de tension, mais en plus on ne pourra pas les avoir à n'importe quel instant. Il y a une fréquence maximum qui fait qu'on n'aura peut-être qu'un point toutes les 10 millisecondes, par exemple, et qu'on aura peut-être un point tous les 1 millivolt, et non pas sur chaque étape. Donc ça veut dire que le signal analogique qu'on voit en haut et qui est un signal parfait, quand on va le manipuler nous, on va le retrouver sur une forme alors qui là, on est sur un cas un peu extrême, puisqu'on a un système, vous voyez, qui n'a que 3 bits à peu près pour la précision du signal et qui a une fréquence qui est aussi très basse pour la captation. Mais on va avoir un signal qui va être dégradé par le fait de l'acquérir par un système numérique ou de le restituer par un système numérique. Donc ça, c'est un des points qui sont importants, parce que du coup, ça va amener des paramétrages pour notre système, pour faire varier ces éléments-là. Alors on va commencer par la première partie qui est la génération d'un signal qui soit un signal analogique. Alors, il y a deux façons de générer un signal analogique à partir de données numériques. La première, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un DAC, donc c'est un composant spécialisé qui s'appelle un Digital to Analog Converter. Donc, comme son nom l'indique, ça prend une valeur numérique, donc par exemple entre 0 et 255, et ça va générer une tension qui ne vaut pas cette fois 0 ou 5 volts, mais qui vaudra une tension entre 0 et VDD, par exemple, mais qui va pouvoir être pilotée par pas de 1 sur 255 si notre DAC est un DAC 8 bits. Donc ça, c'est une solution qui existe, mais c'est des solutions qui sont en général assez peu utilisées parce que c'est des solutions qui sont globalement assez chères. Donc c'est rare qu'on les trouve dans un microcontrôleur. On va plutôt les trouver dans des composants externes. Alors l'autre solution qui est beaucoup moins coûteuse et qui permet de faire quelque chose d'assez similaire, ça s'appelle un PWM. En fait, l'idée d'un PWM, et vous l'avez déjà un petit peu manipé sur le dernier TP, où on faisait varier l'intensité d'une LED en fonction du temps, on la laissait allumer, eh bien, c'est au lieu d'envoyer une tension en continu de 0 ou de 5 volts, on va envoyer une tension de 5 volts, mais pas, enfin de VDD, on va dire de façon plus générale, mais on va l'envoyer par petites périodes. Donc en fait, on va avoir une alternance de périodes sur lesquelles on envoie du 5 volts et de périodes sur lesquelles on envoie du 0 volt. Alors l'intérêt de faire ça, c'est comme vous l'avez vu, dans le TP, on le fait en utilisant simplement une GPIO numérique, et juste on fait varier le temps où celle-ci reste à l'état haut. Donc en faisant ça, en fait, la technologie coûte rien, parce que globalement, on peut le faire avec n'importe quel GPIO par programmation, et on va réussir à simuler une tension qui est variable. Donc ce ne sera pas une tension qui, dans l'absolu, est variable, parce qu'on aura bien du 0 et du 5 volts uniquement, mais si on moyenne, en fait, la moyenne va nous faire une tension qui descend en dessous de ces valeurs-là.
Donc ça, on le voit dans le petit graphique à côté qui vous explique le PWM. Donc on voit qu'on a le temps d'un côté qui s'écoule, et dans ce temps-là, eh bien, si on regarde le premier, celui qui est indiqué avec 20% de duty cycle, donc c'est 20% de temps où il est actif et le reste où il s'éteint, eh bien, on voit que notre système va être à l'état haut pendant 20%, ensuite il va tomber à 0 volts, puis ensuite il va remonter à 20%, puis il va retomber à 0 volts, et ainsi de suite. Et donc globalement, si on prend la tension moyenne sur l'ensemble du temps, ben, on va se rendre compte que puisqu'on a 20% du temps où on a 5 volts, ben, en fait on a 20% de 5 volts. Donc grosso modo, on a une tension moyenne qui est de 1 volt. Donc de la même façon, si on augmente ce temps ensuite, donc on passe à 40%, on va avoir 2 volts. Si on passe à 80%, on va avoir 4 volts. Et puis si on est tout le temps à l'état haut, bah, assez logiquement, on va avoir 5 volts. Pour que ça marche et qu'on ait vraiment une tension moyenne, il ne faut pas que, bien sûr, on ait une seconde où on est à 5 volts et puis 4 secondes où on soit à 0 volts. Parce que finalement, ça, si on regardait notre LED, ça la ferait s'allumer à fond, s'éteindre, ça aura allumé à fond. Mais on va le faire à une fréquence assez élevée. Donc par exemple, autour de 500 Hz. Donc si on fait ça à 500 Hz, on n'aura pas le temps de voir que notre LED va clignoter. Par contre, en réalité, elle va s'allumer, s'éteindre, s'allumer, s'éteindre. Et globalement, elle sera à 20% de sa puissance lumineuse. Voilà. Donc ça, c'est une technique qui ne marche pas dans toutes les applications, parce que ça dépend de la réactivité du système qui est en face, mais c'est une technique qui permet de générer l'équivalent d'une sortie analogique alors que l'on n'a une sortie qui est numérique à la base. Dans le cas où on a le pilotage de ce composant, donc on appelle un PWM, c'est un Pulse Width Modulation, c'est à ça que correspond cette génération de signal-là. On va donc travailler par exemple à une fréquence autour de 500 Hz, c'est à peu près le cas de l'environnement Arduino sur lequel on est. Et puis on va travailler avec une entrée qui permet de définir le nombre de sorties, enfin de pas possibles en sortie, qui est souvent sur 8 bits. Donc qui fait que finalement notre duty cycle, ici là on avait 20%, 40%, 80%, mais en fait on va pouvoir le faire de 1 sur 255, 2 sur 255, 3 sur 255, et ainsi de suite. Ce qui fait que globalement en moyenne, bah, sur une tension maximum de 5 volts, ça nous permet d'avoir un pas de 19 millivolts. Donc 19 millivolts, ce sera la taille du créneau qu'on va pouvoir générer globalement une fois qu'on a moyenné le signal. Ce qui fait que c'est quand même assez précis pour arriver à faire des choses avec ça. Alors je vous ai dit qu'on peut le générer par software, et c'est ce qu'on avait fait la semaine dernière dans le TP. Mais pour éviter de passer du temps à faire ça, parce que vous voyez bien que quand il faut piloter un signal à 500 Hz, en fait notre programme ne ferait que ça, eh bien on va pouvoir utiliser des composants qui sont intégrés au microcontrôleur, donc des petits composants qui vont aider le microprocesseur en lui simplifiant un peu la vie. Donc on va pouvoir utiliser ces composants-là pour qu'ils génèrent tout seul le signal. Donc ça c'est assez intéressant parce qu'en fait on va simplement envoyer une commande à ce composant-là en lui disant vas-y génère un signal PWM avec tel duty cycle sur cette patte, et il va le faire tout seul. Et du coup comme ça on n'a pas besoin de passer du temps CPU à ça. Alors, ce petit composant, il peut travailler avec certaines pattes, mais pas toutes. Pendant le TP, à un moment, il y a des gens qui avaient mis la patte et qui l'avaient appelée -11. En fait, c'est pas un moins qui est devant la patte en question, c'est un tilde. Et ce tilde, eh ben, son objectif, c'est de nous indiquer que cette patte-là peut être utilisée pour un PWM. En fait, c'est le tilde qui représente une sinusoïde, et donc qui représente le fait qu'on puisse émettre de l'analogique avec cette patte, du pseudo-analogique. Voilà, donc c'est ça le mystère du tilde, il est là. Comment on va utiliser ça? Eh ben, on va utiliser ça en configurant une patte, en mettant une patte en sortie. On n'a pas besoin de préciser que cette patte-là est une patte qui sera en sortie utilisée en analogique, parce qu'en réalité, c'est bien des 0 et des 1 qu'on envoie sur la patte, c'est qu'une question de moyenne. Et par contre, quand on va vouloir écrire, utiliser le composant PWM, eh bien, au lieu de faire un digital write comme on faisait précédemment, cette fois, on va faire un analog write, et l'analog write, lui, va piloter le périphérique PWM, le configurer, de façon à avoir la tension moyenne que l'on cherchait au départ. Encore une fois, en sachant que cette tension-là, on ne lui donne pas la tension qu'on veut, on lui donne une valeur entre 0 et 255, et lui va générer une tension moyenne qui est comprise entre 0 et 5 volts. Donc 0 donnant 0 volts et 255 donnant 5 volts. Voilà, ou VDD de façon générale.
Donc vous voyez que c'est différent du système du DAC. Le système du DAC est vraiment quelque chose qui générerait une tension. Si on prenait quelque chose pour mesurer la tension, voilà, on verrait une tension qui se situerait, si je choisis 2,5 volts, ça se situerait à 2,5 volts. Ce ne serait pas des créneaux à 0,5 volts la moitié du temps, ce serait une tension continue à 2,5 volts. Donc le fonctionnement du DAC, c'est un système autonome. Je ne vais pas rentrer dans le détail de comment lui fonctionne pour créer cette tension-là, mais on va dire que voilà, c'est un composant qui intègre lui-même de l'analogique et qui permet de générer vraiment une tension qui est variable. Alors que notre système PWM, lui, génère des créneaux entre 0 et 5 volts, dont la moyenne correspond à une tension qui est celle que l'on va rechercher. Donc, maintenant que nous avons vu comment créer une sortie analogique, nous allons voir comment faire une lecture analogique. Et là, pour faire une lecture analogique, on va utiliser un autre composant qui s'appelle un ADC. Tout à l'heure, on avait un DAC. Là, on a un ADC. Donc, assez logiquement, l'ADC, c'est l'analogue to digital converter. Donc là, c'est l'inverse, c'est-à-dire j'ai une tension en entrée, et cette tension-là, je vais la convertir en une valeur numérique. Les ADC, c'est des composants qui ne sont pas très chers et hyper courants. Donc en fait, dans un microcontrôleur, vous avez tout le temps des ADC. Vous en avez même souvent plusieurs, et c'est le cas dans le cadre de notre Arduino. On peut monitorer 6 tensions, me semble-t-il, externes, différentes. Et en parallèle, on peut aussi mesurer la température grâce à l'ADC et la tension d'alimentation du MC. Donc les ADC sont très courants et très accessibles. On les trouve assez facilement. On n'a pas besoin de configurer spécifiquement les pattes des ADC, puisque par défaut, en fait, les pattes sont en général en analogue, et les pattes qui ont des ADC sur notre carte sont celles qui sont identifiées par A0, A1, A2, A3, A4, A5. Voilà. Donc c'est des pattes spécifiques qui peuvent être utilisées à d'autres objets qu'en tant qu'ADC, mais il n'y a que ces pattes-là qui pourront être utilisées comme ADC. Alors, le principe est le même. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on passe encore une fois d'un monde qui est un monde analogique, donc continu. C'est ce que vous voyez donc sur la sinusoïde qui est sur l'écran. Et nous, ce que l'on va mesurer avec un ADC, c'est la partie rouge. Donc, on va mesurer quelque chose qui est moins précis, pour la raison simple qu'on ne va prendre des tensions qu'à certains moments. Il y a une fréquence maximum à laquelle on va pouvoir travailler. Donc, cette fréquence-là, c'est le sampling rate, la vitesse à laquelle on est capable de capter l'information, et ça s'exprime en Hertz, donc le nombre de conversions en général qu'on est capable de faire par seconde. Donc dans le cas de notre Arduino Uno, on a un convertisseur qui est à 79 kilo samples par seconde. Donc on peut aller capter 79 000 informations par seconde, ce qui est plutôt très bien, puisque par exemple si on veut faire de l'audio, en général on va capter des informations à 44 kHz. Donc ici, on est à 79, donc on est plutôt dans une bonne situation si on voulait faire du traitement audio, par exemple. Donc on a ce premier élément qui est important. Le deuxième, c'est la résolution. Donc c'est ce qui va faire la hauteur des créneaux qu'on va avoir. Et donc là, dans l'exemple, on a une résolution qui est plutôt assez faible, encore une fois, pour que ce soit bien visuel. Mais sur nos microcontrôleurs, on a une résolution qui est plutôt assez bonne, puisqu'on a une résolution qui est de 10 bits, ce qui veut dire qu'entre 0 et la référence qu'on va utiliser, si par exemple on prend VDD, on va avoir 1024 valeurs entre les deux. Donc ça fait une précision dans ces cas-là qui est autour de 5 millivolts par unité. Donc on a quelque chose qui est plutôt pas trop mal. Cette résolution, on peut la changer. Alors il y a des ADC qui peuvent monter à 16 bits, voire plus. Hein, mais on peut aussi la descendre jusqu'à 8 bits si on a besoin de moins de précision, mais qu'on veut pouvoir monter en fréquence. Parce qu'en fait, la vitesse à laquelle on va être capable de faire les acquisitions est aussi liée à la précision que l'on souhaite avoir. Donc ça, c'est deux paramètres qui sont importants. Et le troisième paramètre qui est aussi important, c'est quand même critique, c'est la tension de référence. En fait, on ne pourra pas imaginer, par exemple, brancher un Arduino sur du 220 volts pour aller mesurer la tension. Si on faisait ça, le truc grille immédiatement. Donc la tension, elle va se mesurer par rapport à une référence, et en fait, la référence maximum qu'on va pouvoir avoir dans un système traditionnel, c'est la tension d'alimentation. Alors on peut se dire qu'on est tout le temps basé sur cette tension d'alimentation, mais elle a un gros problème, la tension d'alimentation,
c'est qu'elle est variable. C'est-à-dire que, si par exemple je suis branché sur de l'USB, en fonction du PC sur lequel je vais me brancher, ou l'alimentation USB sur laquelle je vais me brancher, le VDD ne sera pas le même. Dans certains cas, ce sera 4,8 volts, dans d'autres cas, ce sera 5,2 volts. Ça ne paraît pas énorme, mais quand on va faire une conversion, et par exemple convertir une température qui va se traduire par une tension particulière en degrés Celsius, bah, si notre alimentation n'est pas bonne, notre référence n'est pas bonne, bah, notre température, elle aussi, sera fausse. Donc en fait, cette question de référence, elle est relativement importante. De la même façon, si on est sur une alimentation avec une pile et que cette pile va avoir sa tension qui va diminuer au fur et à mesure de la vie du système, bah, encore une fois, notre référence va changer et donc nos captures ne sont pas stables. Donc pour ces raisons-là, dans un microcontrôleur, on utilise rarement VDD pour faire une captation, une conversion vers analogique vers numérique. On utilise plutôt une référence de tension qui, elle, va être fiable tant que la tension d'alimentation est au-dessus de cette référence-là. Et en général, les références sont suffisamment petites pour que, on va dire, le processeur ne marche plus quand on atteint ces tensions. Donc globalement, une tension qui va être stable, quelle que soit la valeur de VDD. Sur le cas de notre Arduino, eh bien, on a deux tensions de référence qui sont incluses à l'intérieur du microcontrôleur, qui sont le 1V1 et le 2V56. Alors ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir mesurer des tensions qui sont supérieures à la référence. Puisque finalement, la référence, ça correspond à la valeur maximum renvoyée d'un point de vue numérique par le convertisseur. Cette référence-là, elle dit que si je choisis 1V1, eh bien, si j'ai une tension qui fait 1V1 qui est mesurée, si ma conversion fait 10 bits, donc entre 0 et 1024, eh bien, dans ce cas-là, la valeur qui sera renvoyée par mon convertisseur, ce sera 1024 pour 1V1. Donc si je choisis 2V56, j'aurai 1024 pour 2V56. Si je choisis VDD, j'aurai 1024 pour VDD, normalement autour de 5 volts. Voilà. Donc le choix de la référence est finalement assez important, parce que si on veut mesurer quelque chose qui est au-dessus de la référence, on ne pourra pas, ça vaudra forcément 1024. Par contre, plus ce qu'on va mesurer est petit, plus la référence sera petite et meilleure sera notre précision. Donc c'est ce qu'on voit en dessous dans le tableau de conversion que j'ai fait apparaître. Si on est sur une solution à 10 bits, qui est le défaut sur notre Arduino Uno, si on a une tension de base de 5 volts, notre précision c'est 4,88 millivolts par unité. Si par contre on est sur 1,1 volt, notre précision c'est 1,07 millivolts par unité. L'intérêt du 2V56, c'est que ça se divise assez bien par 1024, et donc ça fait 2,5 millivolts par unité. Alors comment on va faire quand on veut mesurer quelque chose qui fait 5 volts, par exemple, avec notre convertisseur analogique numérique? Et bien, tout simplement, on va utiliser un pont diviseur, ce qu'on avait déjà vu en TP la dernière fois, c'est-à-dire deux résistances en série. On prendra la tension au point entre ces deux résistances, et cette tension-là, eh ben, elle est fonction du ratio entre les résistances et la tension d'entrée, ce qui fait que globalement, si par exemple on prend deux résistances de 100K, eh bien, on aura une division par deux. Donc voilà. Et si je change mon ratio, je peux faire une division par 4, division par 8, division par plus. Voilà. Donc grâce à ce diviseur de tension, on va pouvoir ramener, par exemple, une pile. Imaginez que vous avez une pile de 5 volts ou de 9 volts, on va dire une pile de 9 volts pour alimenter votre Arduino. Vous voulez mesurer la tension de cette batterie-là alors que votre Arduino est en 5 volts. Eh bien, il suffit de diviser, mettons, par 4 cette tension de 9 volts. Ça va nous ramener la tension autour de 2 et quelques, donc en dessous des 2,56. Donc on peut prendre ensuite la référence 2,56 et aller regarder la tension de notre pile une fois passé par ce pont diviseur et dans cette référence 2,56. Et comme ça, on pourra surveiller la tension de la batterie qui alimente le système et donc potentiellement prévenir lorsque la batterie va devenir vide. Donc voilà comment ça fonctionne dans le microcontrôleur. Maintenant, comment est-ce qu'on l'utilise? On l'utilise assez simplement. Donc, comme j'ai dit, au niveau de la configuration de la patte, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit parce que par défaut, on a la bonne valeur, la bonne configuration. Par contre, si on veut changer la résolution, on va pouvoir le faire en appelant la fonction analog read resolution. Et là, on lui passe le nombre de bits qu'on veut en termes de résolution. Et puis, si on veut changer la référence, on va utiliser la fonction analog référence et on va lui passer une des références possibles, à savoir default, internal 1v1, internal 2v2, 2v56, pardon. Voilà, et puis on a une autre configuration qui est possible, c'est une référence externe
Donc ça peut servir si jamais vous avez besoin d'une référence de 3 volts précis. Vous pouvez utiliser une référence externe sur une patte qui est utilisée pour ça. Donc voilà comment on va setuper notre système. Nous, dans les TP, on ne fera pas de changement de résolution ou de changement de référence. Voilà, pour ce qu'on a à faire, ce n'est pas nécessaire. Donc ce qu'on va surtout utiliser, c'est la fonction analog read, qui va nous permettre de faire une lecture de la tension qui est sur la patte qui nous intéresse. Donc si on veut lire la tension sur la patte A0, on fera analog read de A0. Et ça va nous renvoyer une valeur qui est une valeur entre 0 et la résolution, la valeur maximum associée à la résolution. Donc si on est sur 10 bits, ça nous renverra une valeur entre 0 et 1024. Donc cette valeur-là, bien entendu, il va falloir la convertir pour la transformer en une valeur en millivolts, si c'est ce qu'on veut manipuler. Voilà. Ça, c'est un point qui est assez important. Et la conversion, vous l'avez à côté. Si on est sur 5 volts avec une précision de 1024, en gros, c'est 4,88 fois la valeur qu'on a lue. Et ça nous donne une valeur en millivolts. Donc voilà comment fonctionnent les entrées analogiques sur notre solution. Donc pour en terminer avec la partie GPIO, bon, ça c'est plus pour l'information que pour rentrer dans le détail, mais pour comprendre ce qui se passe d'un point de vue électronique, c'est tout ce que vous avez vu précédemment, en tout cas sur un GPIO numérique. Il n'y a pas les convertisseurs analogiques numériques dans ce schéma-là, mais ça se représente sur un schéma électrique qui ressemble à ça. Donc on va retrouver différents composants que vous ne connaissez pas forcément, mais qui s'appellent des bascules, qui sont en fait des petites mémoires qui permettent de stocker un bit d'information. Donc c'est là-dedans finalement qu'on va aller écrire les différentes valeurs qu'on va envoyer. Et puis ensuite, on a un certain nombre de composants qui servent à router l'information entre une lecture et une écriture. Donc en fait, quand vous faites un pin mode et que vous configurez une patte comme étant une entrée ou une sortie, en réalité, ce que va faire le programme Arduino, c'est qu'il va aller modifier des registres de configuration qui sont à l'intérieur du microcontrôleur. Ces registres de configuration, c'est ceux que vous voyez à l'écran sous forme de petits tableaux. Donc vous avez par exemple port B, DOR B, MCURC ou PIN B. Voilà, donc tout ça, ce sont des registres de configuration qui peuvent être lus ou qui peuvent être écrits. Donc vous regardez en dessous, c'est marqué s'ils sont accessibles en lecture ou en écriture, et qui correspondent en fait derrière à des composants électroniques. Donc typiquement, port B, en fait, c'est là-dedans que va être écrit la valeur high ou low que vous voulez envoyer sur la patte. Donc port B, vous voyez sur le schéma, donc c'est celui qui est au milieu. On a ce qu'on appelle donc une bascule qui va mémoriser l'état haut ou bas qui nous intéresse. La patte étant le petit carré que vous avez sur la partie la plus à gauche. D'accord, c'est ça qui symbolise la patte en métal voilà, du composant. Et vous avez entre les deux, donc entre cette bascule-là et cette patte-là, vous avez un composant qui est en fait quelque chose qui va permettre d'activer ou non la sortie. Voilà. Donc soit on va envoyer un signal dessus, et dans ce cas-là, le signal va passer, c'est-à-dire que la valeur 5 volts, par exemple, écrite dans port B, va être envoyée vers la patte, soit il n'y a pas de signal sur ce composant-là, et en fait, ça va faire comme ça déconnecter port B de la patte. Et ce signal, il est piloté par l'autre bascule qu'on voit au-dessus, auquel il est relié, et qui est marqué DDXN, donc DDRB. Voilà. Et ce DDRB, c'est le registre qui permet de déterminer la direction du port. Donc quand on fait un pin mode, en fait, ça va écrire dans DDRB un 1 si on est en mode output, et un 0 si on est en mode input, grosso modo. Et donc ça va commander la petite porte qui est à cet endroit-là et qui connecte ou qui déconnecte la patte. Quand on va vouloir faire un digital write, et dans ce cas, ça va écrire dans port B la valeur 0 ou 1 qu'on veut envoyer. Et quand on va faire une lecture, en fait, on voit que la patte, elle est finalement pratiquement tout le temps connectée sur le petit composant sur lequel s'écrit synchroniseur, qui lui-même est une porte aussi qui stocke l'état de la patte, parce que l'objectif, c'est pas de lire la valeur de la patte à n'importe quel instant, ça pourrait changer, mais c'est un moment de bloquer l'état de la patte pour qu'on puisse le consulter. Et cet état-là, il est stocké dans un autre registre, il est accessible via un registre qui s'appelle PIN-B. Donc quand on va faire un digital read, en fait, on va aller lire PIN-B,
Et en fait, on va aller lire la bascule qui est à cet endroit-là. Bon, voilà comment ressemble l'électronique d'un GPIO. On ne va pas aller plus loin sur cette partie-là. Mais vous voyez qu'on a des composants physiques qui permettent de stocker de l'information, un peu de routage, et que ça, c'est piloté par des registres, et que ces registres, eh bien, ils sont programmés par le logiciel que vous exécutez sur le microcontrôleur pour configurer l'électronique pour faire l'opération que vous souhaitez faire.